Bonjour mes élèves. Vous restez donc à la maison? Très bien. La réponse est claire. Soyez donc attentifs, ayez de la patience et unissons-nous pour lutter contre ce virus mortel. Avant de commencer notre cours, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Saïd Farah, professeur de la langue française au collège L'Imam Ali, la direction régionale de l'Académie régionale de l'Ayoun Saqi al-Hamra. Dans le cadre de l'enseignement à distance, je vous présente maintenant donc une séance d'évaluation, remédiation et soutien de la séquence 3 qui s'inscrit comme ça. Faire la description d'une personne ou d'un personnage et l'intégrer dans un récit. Donc ça, c'est le titre de la séquence. Donc, après avoir étudié la séance de la lecture où on a déjà vu donc, le portrait d'une fillette, puis donc, la séance de la langue où on a étudié les moyens de la caractérisation, puis donc, la production écrite, donc d'écrire une personne ou bien un personnage et l'intégrer dans un récit. On a déjà vu donc la relation entre la narration et la description. La description donc d'une personne. Donc la séance de l'évaluation, de remédiation et de soutien, donc c'est une séance où on veut faire donc un rappel de ce qu'on a déjà vu dans la séance de la lecture, de la langue et de la communication, de l'oral et de la production écrite. Donc dans cette séance, donc, nous allons combler les lacunes constatées durant la séquence 3 et on va surmonter les difficultés affrontées par les élèves. Donc, quels sont les objectifs donc, de cette séance? Premièrement, l'élève doit reconnaître un récit, les caractéristiques d'un récit. C'est quoi un récit? On a déjà dit que c'est un texte narré, c'est la relation, c'est la narration donc d'un texte. Ça veut dire on raconte une histoire. Et le récit se compose donc de 4 éléments. Quand on dit récit, donc qu'est-ce qu'on trouve dans les récits? On trouve donc l'histoire, si vous voulez donc. On trouve donc le cadre, donc l'espace et le temps, le cadre spatio-temporel. On trouve donc les personnes, les personnages. Puis, donc, on a donc, le cadre spatio-temporel, les personnages et l'histoire. Donc, soit le récit, soit il est à la première personne, soit à la troisième personne. Et les temps du récit, on a l'imparfait et le passé simple. C'est le temps des récits. Reconnaître une description. Donc, l'élève doit donc distinguer entre un passage narratif et un passage descriptif. Dans un récit, donc, on essaie d'intégrer donc, un passage narratif et un passage descriptif. Il faut que l'élève donc, fait la différence. Savoir repérer des caractérisants. Donc, on a déjà vu dans la leçon de la langue les moyens de la caractérisation. On a beaucoup de moyens de caractérisation, on va les découvrir après. Reconnaître la valeur narrative et descriptive, la relation, le rapport, donc la liaison entre la narration et la description. Puis, on a les verbes employés. On a déjà vu que dans le récit, on a l'imparfait, le passé simple, les valeurs aspectuelles. Puis, dans la description, on a dit que le temps dominant, c'est l'imparfait. Rédiger un petit récit et y insérer un portrait. Ça veut dire, on commence par, on a déjà vu dans la séance de la production écrite, on commence par la narration. Donc, puis, quand on a un personnage nouveau, on essaie, si vous voulez donc, de faire sa description, ou bien de faire son portrait. Ça veut dire on a le mélange, si vous voulez donc, on essaie de mêler entre la narration et la description, ce qu'on dit donc un récit. Définition du portrait. Donc le portrait est une forme de la description appliquée à un personnage. Donc le portrait, c'est la description d'un personnage ou bien d'un animal. Donc on a ici le portrait physique ou moral. Un personnage peut être décrit par son aspect extérieur. On commence par ce qui est extérieur. Ça veut dire, donc, on commence par la taille, si vous voulez, donc, la silhouette, puis par, si vous voulez, donc, les vêtements. Ça veut dire que le personnage est un peu loin.
son visage, son vêtement, ce qui peut aperçu de l'extérieur, la voix, le teint, ça veut dire la couleur de la peau, la silhouette. Lorsqu'un personnage est décrit par ses traits de caractère, ses qualités ou ses défauts, ses aptitudes, ses goûts, on a un portrait psychologique ou moral. Donc, on a dit donc dans le portrait moral, on a les défauts, on a les qualités. Donc, il complète le portrait donc physique. Le portrait révélateur du caractère, ça veut dire on commence par le portrait, à travers le portrait physique, on peut dévoiler donc le portrait moral, ou bien ce qu'on appelle le portrait donc, psychologique. On a un exemple ici. Mais le physique et le psychologique sont le plus souvent mêlés dans le portrait, ça veut dire mélangés. Il y a ce qu'on appelle la fusion donc, entre les deux portraits, moral et physique. Les portraits les plus intéressants sont ceux qui, à travers une description physique, parviennent à révéler, à découvrir, à dévoiler, à faire connaître, ou bien faire voir un trait de caractère. Voilà un exemple. En décrivant Tartuffe, donc c'est une pièce de théâtre de Molière, Tartuffe c'est le personnage principal, gros, gras, le teint frais et la bouche vermeille, ça veut dire la bouche rouge. Dorine, c'est une servante donc, qui est dans la pièce de théâtre, fait apparaître la gourmandise du personnage, ça veut dire à travers le portrait physique qui est gros, ça veut dire gros, gras, ça veut dire donc le contraire de maigre, le teint frais et la bouche vermeille. Donc ici, on veut dire que Tartuffe est un gourmand. Ça veut dire qu'il avait le goût de nourriture. Il avait le goût de manger. Un portrait peut être statique. Le personnage qu'on essaie de décrire est mobile. Ça veut dire ne bouge pas. On dit que c'est une description statique. Le contraire, c'est une description dynamique ou bien ce qu'on appelle description en action. Ça veut dire le personnage qu'on fait donc la description est en train de bouger. Donc il est en action. Il effectue donc des mouvements. Le portrait est une forme particulière de la description qui permet à l'écrivain de montrer le personnage représenté. Donc ici, quand on a un nouveau personnage, l'apparition, bien la manifestation d'un nouveau personnage dans le récit, le narrateur est obligé de faire donc sa description pour que le lecteur essaie de connaître, essaie de voir donc le personnage. Parce que dans le film, par exemple, on peut voir le personnage, on le voit, mais dans l'œuvre, par exemple, littéraire comme le roman, le lecteur ne peut pas voir donc le personnage. Donc, il peut le voir à travers la description présentée par le narrateur ou bien l'écrivain. Il essaie donc, le narrateur essaie de donner plus d'informations, plus de détails sur le comportement, sur les sentiments, sur donc, le portrait physique pour qu'on puisse donc faire sa connaissance. Donc, ce type de description est souvent associé à une pause narrative et le portrait offre en fait une image d'un personnage pris à un moment précis. Donc, c'est quoi la description par rapport donc, à la narration? C'est une pause. C'est un arrêt momentané. Donc, c'est comme on s'arrête. C'est comme une fenêtre donc, où on peut se pencher. On peut voir donc un lieu, voir un personnage. On s'arrête pour faire la description d'un personnage parce qu'on ne peut pas trouver donc un texte 100% narratif. Il faut qu'il sera interrompu par un passage donc, descriptif. Des moyens pour décrire les parties du corps. Voilà, nous avons ici 3 tableaux. Le premier tableau est réservé donc, pour le portrait physique. On a vu ici donc, les parties du corps, la tête, les cheveux, le front, les sourcils, ainsi de suite. Puis, donc, on a les caractérisants. Donc, les caractérisants. L'élève doit avoir donc, ces tableaux donc, sur son cahier. Puis, on a le portrait donc, moral, les traits de caractère. On a les qualités. Si on veut, par exemple, brosser un portrait valorisant, donc on doit employer donc ces termes intelligent, gentil, studieux, attentif, fidèle, sérieux, courageux, ambitieux et ainsi de suite. Puis on a les défauts moraux. Donc si on veut par exemple faire la description ou bien le portrait d'un personnage d'une manière dévalorisante, défavorable, ça veut dire négative. Voilà. Puis on a le troisième tableau, c'est lexique de la tenue vestimentaire. Donc, ça veut dire donc, le portrait vestimentaire. On parle des habits. Donc, les habits peut-être modernes, jupe, robe et ainsi de suite. Ou bien, on a des habits, des vêtements qui sont traditionnels comme une djellaba, le caftan, ruban, les babouches. On a la matière donc, avec laquelle, si vous voulez, donc, fabriquer donc, l'habit, bien le vêtement. On a la couleur. Donc, et il faut donc, si vous voulez, donc, l'accord donc, de couleur avec les habits. Puis on a la forme, long, court, large.
Donc, ce sont les 3 tableaux que l'élève doit exploiter pour rédiger donc son sujet. Mise au point maintenant. C'est quoi la caractérisation? C'est une description. On ne peut pas parler de la description sans caractérisation. Donc, caractériser, c'est décrire, c'est déterminer, c'est avec précision. Quand on dit par exemple les cheveux, on ne peut pas dire mon ami avait les cheveux, avait un nez. Non, il faut caractériser donc les cheveux. Avec quoi? Avec des caractérisants. Ajoute une information à l'élément caractérisé. Donc, il essaie de donner plus d'informations sur l'élément qu'on veut décrire. Moyen de la caractérisation, on a l'adjectif qui peut caractériser donc un nom propre, Ahmed, Mohamed, Khadija, ainsi de suite. Un nom commun, donc la table, le bureau. Un pronom personnel, il ou bien je ou bien nous. Il indique la forme ronde ou bien donc ovale ou bien carré, la taille, petite taille, grande taille, ainsi de suite. La couleur, donc blanche, noire, ainsi de suite. La qualité, donc ici on parle des défauts, ou bien donc. Et l'état, triste, content, et ainsi de suite. Bien. Sa position, donc l'adjectif attribut il y est donc, ou bien relié au nom par un verbe d'état, on a déjà vu donc l'adjectif attribut, il est donc lié à l'aide d'un verbe d'état. Puis l'adjectif épithète, donc il est lié directement donc avec le nom. Donc soit il se place avant ou bien après. Le complément du nom, donc on a dit qu'il complète le nom et il est précédé toujours par des prépositions a, de, des. On a étudié aussi la relative déterminative, donc les propositions subordonnées relatives introduites par les pronoms relatifs qui, que, ou, dont, ce sont les pronoms relatifs simples, ou bien des pronoms relatifs composés auquel, duquel. Et toujours donc, elle caractérise le nom. Le nom s'appelle l'antécédent, parce que le rôle donc des pronoms relatifs simples, c'est éviter la répétition. Et ils ont donc la fonction du sujet, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, et bien complément séquentiel de lieu. Donc aussi, dans la caractérisation, on peut utiliser donc ce qu'on appelle la comparaison. C'est une figure de style. Donc la comparaison, procédé stylistique par lequel on établit un rapport déterminé entre deux éléments. Il y a la ressemblance, la différence, l'égalité, la supériorité ou bien l'infériorité. Donc, dans la comparaison, on trouve 4 éléments. On trouve le comparé, le comparant et l'élément de comparaison et le moyen de comparaison. Quand on dit par exemple, donc, il a le visage rouge comme une tomate. Comme une tomate. Bien. Ici, donc, c'est une phrase comparative. Donc, ici, on a le comparé sur le visage. On a le comparant sur la tomate, comparant. On a l'outil de comparaison, bien moyen de la comparaison, c'est comme. Puis on a, si vous voulez, la figure de comparaison, ou bien l'élément de la comparaison, c'est la couleur rouge. Donc, la couleur rouge qui est donc la figure de comparaison. Donc, voilà. Donc, dans la description, on a 2 choix. Soit la description est objective, ça veut dire on n'ajoute rien, on décrit ce qu'on voit sans ajouter, ou bien la description subjective qu'on étudie toujours donc, dans notre récit ou bien donc en classe. Et généralement employée dans les discours littéraires parce que la description objective entre seulement dans les discours techniques ou bien scientifiques. Quelles sont les caractéristiques de la description subjective? Les moyens sont l'implication du descripteur, ça veut dire l'engagement de celui qui fait la description. Il peut utiliser des indices initiatives de sa présence. Je, mon, ma, moi. Jugement personnel. Il peut donner donc des jugements donc, personnels à l'aide des verbes d'opinion. Je crois, je pense, à mon avis, à mon opinion. Adjectif à valeur affective. Ça veut dire ici, il peut utiliser donc des verbes qui ont en relation avec les sentiments. Aimer, admirer, adorer, préférer. Et puis on a les figures de style, on a déjà parlé donc de la comparaison, on peut ajouter donc ce qu'on appelle donc la métaphore. C'est quoi la métaphore? Tout simplement, c'est une comparaison mais sans outil de comparaison. On dit mon ami est un ange ou bien mon ami Hanan est une gazelle. Donc ici on a la métaphore. On a une comparaison mais on n'a pas d'outil de comparaison. Donc on dit mon ami est une gazelle, ça veut dire ici il y a la gentillesse donc, et il y a la beauté même. L'expression de l'émotion, ici on a les sentiments, adjectifs, adverbes d'intensité, très, extrêmement, le meilleur, mon ami Ahmed est le meilleur élève dans le collège, par exemple, mon ami donc, Samira est la plus belle donc, dans le collège et ainsi de suite.
Puis on a modalité exclamative, ça veut dire on peut utiliser donc les phrases exclamatives. Quelle belle fille, par exemple. Plan de la description. Donc la description donc, peut être donc, organisée de haut en bas ou bien de plus proche au loin. Bien de loin, quand on a l'apparition d'un personnage, elle peut être loin. Dès que ça s'approche, on fait donc ça. Si vous voulez, donc, on commence par ce qui est loin, la taille, les habits, puis quand il s'approche, on essaie de voir bien son visage. L'adjectif et le complément de nom apportent des informations sur le nom, ce sont des expansions, ça veut dire le développement. Donc, il essaie d'enrichir donc, les noms. Ils permettent notamment de développer des descriptions. Le mot au groupe qui exerce la fonction attribut du sujet se trouve après les verbes appelés attributifs. Donc, on a les verbes d'état, avoir l'air, demeurer, devenir, paraître, sembler. Puis, on a d'autres verbes, donc, comme s'appeler, ce sont des verbes pronommés s'appeler, se nommer, se croire, se montrer, se retrouver. Puis, donc, on a d'autres verbes comme mourir, naître, partir, revenir, tomber, vivre. Donc, les mots qui se placent après ces verbes sont des adjectifs attributs. Les adjectifs de couleur aussi s'accordent en genre et en nombre. Donc, aussi, donc, ils peuvent donc, donner une caractéristique en nom. Un pantalon bleu, des yeux donc, noirs. Quand l'adjectif de couleur est composé de plusieurs mots, il reste invariable. Voilà un exemple. Donc, des costumes bleu ciel, on n'a pas l'accord. Des vestes rouge pâle. Alors, quand on a aussi l'adjectif lui-même est tiré donc de la couleur ou bien donc d'une autre matière, comme on a orange, c'est fruit, marron, c'est un fruit, paille, c'est donc les tiges des blés, et on a noisette, c'est couleur, ocre, c'est un colorant minéral, donc comme la couleur rouge. On dit la ville ocre, c'est Marrakech. Je m'exerce, accorde les adjectifs de couleur chaque fois que cela est nécessaire. Il a des yeux bleu clair. Est-ce qu'on va accorder donc l'adjectif? Non, parce qu'on a deux adjectifs ici de couleur, donc il reste invariable. Mais il ne porte jamais d'habits bleus. Donc on a les habits, c'est un nom masculin pluriel bleu, va prendre donc, si vous voulez, donc un S. Et la chaussée, c'est soulier, ça veut dire dans les pieds, paille. Paille, on a dit donc, c'est la couleur jaune, ça veut dire que ce sont les tiges des blés. Mais sa robe jaune, genre reste comme ça, parce que donc, elle est comme le masculin, comme le féminin, il a déjà E. Ses lunettes noires, les lunettes c'est un nom féminin, pluriel, on ajoute ES. Puis, elle est partie avec ses parents en promenade dans les prés verts. Les prés, ça veut dire les prairies, on ajoute S ici. Les pois noisettes, c'est un fruit, il reste invariable de notre chat et ses yeux gris cendre. Donc, c'est un mot composé, il reste invariable, lui donne donc beaucoup de charme. Voilà, passons maintenant aux exercices. Le premier exercice, complète le texte par les mots suivants. Donc, les textes sur lesquels on va travailler, ce sont des textes donc, descriptifs. Ça veut dire qu'ils décrivent donc des personnes. Voilà, on a turban, ceinturon, gondora, nerveux, blanc, élégant, fin. Mon oncle Loné a les traits. Quand on dit les traits, ça veut dire la physionomie du visage. Comment? Qu'est-ce qu'on va mettre ici, les traits? Est-ce que turban, ceinturon, gondora, nerveux, blanc, élégant, fin? Donc, on peut mettre donc, les traits fin. Le regard moqueur, ça veut dire il s'en moque des autres. Donc, il tourne en ridicule les autres. On a le verbe se moquer. Le teint, ça veut dire la couleur donc, de la peau. Comment est le teint? Donc, comment est le teint donc, de mon oncle? Le teint est blanc. Il est méticuleux, ça veut dire attentif aux détails, et propre. Je le revois toujours avec une blanche. Donc, blanc, c'est un adjectif féminin. Donc, blanche. Gondora. Donc, c'est quoi Gondora? Ça veut dire c'est une chemise longue. On peut mettre donc le jour de vendredi, quand on veut aller à la mosquée. C'est un habit traditionnel. Et un donc, turban, ça veut dire c'est une étoffe longue, bon, des touffes longues, où on roule donc sur la tête, soigneusement enroulée. Voilà. Je l'imagine la pioche à la main. La pioche, donc, c'est un outil donc, que les paysans utilisent pour creuser donc, ou bien donc, travailler la terre. À la main, la taille serrée. Donc, la taille serrée, ça veut dire pressée par quoi? Du large, quoi? Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Du large. Ceinturon. Ceinturon, c'est une grosse ceinture. À clous dorés. Doré, donc, c'est la couleur de l'or, donc jaune. Et les franches. On dit une personne franche, un garçon franc, ça veut dire qu'il dit la vérité, c'est le contraire de menteur. Donc ici, on a une qualité. Donc, franc et nerveux. Donc, il se met facilement en colère. Sa parole est vive, sa rancune est un feu de paille. Donc, un feu de paille, ça veut dire c'est un sentiment vif et
passager. Il fut l'un des jeunes hommes les plus élégants. On dit quelqu'un qui est élégant, ça veut dire qu'il porte de beaux vêtements à la mode, si vous voulez, donc du village. Donc ce texte est extrait donc, du roman célèbre donc, de Moulid Firaun, c'est un Algérien. Donc le roman intitulé Le fils du pauvre. Passons donc au deuxième exercice. Repère le groupe qui exerce la fonction du nom et remplace-le par un adjectif. On a déjà dit donc le complément de nom, on peut le transformer en un adjectif. Bien. Mes parents attendent avec impatience leur magazine de la semaine. Donc de la semaine, donc c'est quoi? De la semaine, c'est complément de nom. Donc on peut le remplacer par donc, un adjectif, on dit hebdomadaire. Hebdomadaire. Bien. Deuxième phrase. Les jeunes des villes aiment découvrir la campagne. Le complément de nom, on a des villes. On peut dire les jeunes citadins. Citadin, ça veut dire celui qui habite à la ville. Troisième phrase. Le trafic des villes est bruyant. Bien, bruyant. Le trafic, ça veut dire c'est la circulation routière. Donc, le trafic des villes. Donc, le trafic urbain. Le trafic urbain est bruyant, bien bruyant. Quatrième phrase. L'enquête de la police. De la police, c'est le complément du nom. L'enquête. L'enquête, c'est un nom féminin. On dit l'enquête policière. L'enquête policière. Donc, a abouti à des résultats concluants. Ça veut dire fructueux. Les vacances de l'été. De l'été, c'est un complément de nom. Des vacances, donc, on dit les vacances estivales. Les vacances estivales. Bien. Nous avons vendu la maison de mon père. De mon père, c'est un complément de nom. On peut le remplacer par l'adjectif paternel. La maison paternelle, maternelle, fraternelle. Voilà. Passons maintenant donc, à un autre exercice, le portrait valorisant d'un enfant. Place convenablement ces mots dans le texte. On a retroussé, doré, épais, bombé, blanc, charnu. C'est un joli enfant. Comment il est l'enfant? Le teint, donc, blanc, ça veut dire jaune. Il est potelé, ça veut dire dodu, il a beaucoup de chair. Ses cheveux, comment sont les cheveux? Donc, les cheveux dorés, ça veut dire la couleur jaune, comme l'or. Comme les blés en cadre, comme les blés. On a ici la comparaison. On compare les cheveux par les blés, ça veut dire la couleur jaune. Encadre son petit visage d'angelot, ça veut dire ange, petit ange rond, et joflu. Joflu, ça veut dire les joues sont grosses. Son front, comment est le front? Le front est bombé, ça veut dire donc extérieur, ici, gonflé. Et recouvert d'une frange. Frange, ça veut dire ici les cheveux coupés sur donc, le front. Tombant sur ce sourcil épais, ça veut dire on a beaucoup de poils. Et blondiné. Il avait un petit nez, comment est le nez? Retroussé, ça veut dire relevé. Retroussé, ça veut dire relevé. Et une bouche, comment est la bouche? Elle est charnue, ça veut dire on a bien de chair, on a de la chair, beaucoup de chair, et bien dessiné. Son petit menton rond lui donne un petit air déterminé, ça veut dire l'apparence du visage. Bien, passons maintenant à notre exercice. Lisez le récit puis le portrait. Voilà, donc comment on peut placer donc, quand on peut placer donc la description dans un récit. Aya habitait 3 étages plus bas, elle avait donc 2 ans de plus que moi, on avait grandi ensemble. Pour moi, elle était donc de la famille, même si on ne se parlait pas beaucoup, elle m'impressionnait. J'ai longtemps eu la certitude qu'elle savait toujours ce qu'elle allait faire bien à l'avance et que rien ne pouvait résister à cette volonté. Ça, c'est un récit, ça veut dire qu'il y a la narration. Maintenant, on a un passage descriptif. Il était grand, tellement plus grande que moi. Elle avait les cheveux châtains clairs aux boucles et si fines qu'on croyait voir un nuage flotter autour de sa tête. Parfois, des tresses et une queue de cheval faisaient ressortir son visage. Des yeux sombres que je n'osais pas affronter, un menton volontaire, nez droit. Donc, ça, c'est un passage descriptif. Voilà la question. Après quelle phrase du récit placez-vous le portrait? Pourquoi? Quand on va placer, où on va placer le portrait? Donc, on revient ici dans le texte narratif. Donc, on peut placer donc le portrait de cette fille, donc ici, après la phrase « Elle m'a impressionné ». Impressionné, ça veut dire toucher, ça veut dire frapper. Donc on cherche ici l'effet produit par le personnage sur le narrateur. Il m'a impressionné. Pourquoi? Donc, le narrateur a été impressionné. Donc, il va faire maintenant la description ici. Donc, il m'a impressionné ici. On va placer donc, ici donc, la description de la fille, pour qu'on puisse le connaître.
Donc, je retiens placer le portrait dans un récit. Je place le portrait d'un personnage quand il apparaît dans l'histoire. Donc, comme l'exemple qu'on a déjà vu. J'organise le portrait par exemple l'impression générale, puis les différents éléments du personnage. Ce portrait peut être donc fait par petites touches ou d'un seul coup. Ça veut dire qu'on peut trouver donc le portrait divisé donc, dans le texte. J'associe donc la description physique, aspect général, caractéristiques visibles et des éléments psychologiques, qualités, défauts, goûts et habitudes. Je ne choisis que les éléments les plus intéressants, les plus importants pour que le lecteur imagine le personnage. On a déjà vu donc on fait la description pour qu'on puisse découvrir, voir donc le personnage, le nouveau personnage. Je peux placer un second portrait plus loin pour montrer l'évolution des personnages. Ça veut dire, au début, on peut parler par exemple d'un élève qui est méchant, et après, on peut dire que voilà, l'élève est devenu donc gentil, ce qu'on appelle la progression, bien l'évolution surtout donc du portrait moral donc de personnage. Avant la fin de cette séance, je vous propose mes élèves donc un exercice à faire à la maison. J'applique fais le portrait de quelqu'un qui te plaît, ça veut dire que tu aimes, soit donc ton ami, soit donc un proche de votre famille. Au revoir et à bientôt. Et n'oubliez pas de rester chez vous, s'il vous plaît.